Oui, comme l'a dit Eric, c'est vrai, ouais, qu'on nous parle de plein de blocs qui connaissent un engouement. Et pour moi, c'est pas des blocs, ces blocs-là, ce sont des infiltrations. On infiltre dans le canal des adducteurs, on infiltre dans le quadratus lamborum, on infiltre sur la partie, sur les érecteurs du rachis, etc., des peignes, des pecs, des tapes. Mais ce sont que des infiltrations. Et quand une infiltration, finalement, le taux de succès, il est extrêmement variable et souvent imprévisible. Alors, il ne revendique pas l'anesthésie, il revendique l'analgésie, mais c'est vrai que je pense que c'est important de revenir à nos fondamentaux, je dirais, et les blocs de base. Alors, j'ai rajouté également le médulaire dans la question parce que je pense qu'il y a aussi des choses, et c'est vraiment des techniques que l'on croit bien connaître. Et je pense que tout ce que je vais vous dire, il y aura forcément toujours pour chaque exemple des gens qui connaissent, d'autres qui connaissent peut-être moins. Et c'est vrai que sur l'ensemble des blocs, il y a sûrement des trucs qu'on a encore à apprendre, et ces blocs-là, ils sont bien, ils marchent, et ils marchent dans 95, 96, 98% des cas, et je pense que c'est important de s'en souvenir et de ne pas considérer finalement qu'ils sont acquis, parce que je pense qu'il y a toujours des choses à apprendre dessus. Alors, on va commencer de haut en bas, le bloc interscalénique. Là, je vous ai mis cette image de dissection qu'on avait fait avec Jan Buntenks et Morigel à Vienne, où on avait injecté simplement au niveau des troncs, c'est-à-dire vous avez les racines, les troncs et les faisceaux, on a injecté au niveau des troncs, pas 10, pas 5, 3 millilitres de bleu de méthylène, et puis on avait fait un avec du latex pour voir, et on s'est aperçu que dans tous les cas, avec 3 millilitres de bleu de méthylène, on atteignait et on bloquait le nerf, excusez-moi, je vais revenir en arrière, que dans tous les cas, on atteignait le phrénique. À chaque fois, il était... Alors, après, on a regardé effectivement la correspondance avec la clinique, on s'est aperçu qu'on avait réellement un bloc à la fois du nerf phrénique moteur dans la moitié à peu près des cas. Donc c'est clair que même en diminuant les volumes, même en étant distal, on aura toujours un bloc du nerf phrénique, ou quasiment, en tout cas très fréquemment, en tout cas imprévisible, et qui fait que si on veut être sûr de ne pas avoir de bloc du nerf phrénique, il ne faut pas faire de bloc interscalénique, et il faut se diriger vers d'autres techniques. Alors, ça, c'est une façon de voir les choses. Une autre façon, on peut vous donner notre exemple dans notre institution. On doit faire 1500 blocs par an, avec des blocs de l'épaule, 1500 épaules par an. On fait tous nos patients en un bloc interscalénique en injection unique ou avec un cathéter. Et finalement, on a à utiliser des solutions alternatives que peut-être dans 1 ou 2 fois par an avec des blocs accessoires. Donc ça reste quand même cet étendard et pas forcément, qu'on nous secoue en disant attention, finalement, n'est probablement pas si problématique que ça, à partir du moment où on évalue. Mais il y a des cas où, effectivement, on veut être sûr de ne pas avoir de bloc phrénique. Et là, dans ces cas-là, il faut utiliser des solutions alternatives, mais ce n'était pas le sujet du jour. Alors, un autre élément aussi, c'est le problème vasculaire. Cette fosse supraclaviculaire, donc avec à la fois le bloc interscalénique et à la fois le nerf phrénique, cette fosse, elle était considérée par les anciens anatomistes comme étant un no man's land dans lequel il fallait éviter de se balader, parce qu'il y avait effectivement énormément de structures vasculaires qui viennent, je dirais, se mixer avec les structures nerveuses, donc on va colorer pour mieux y voir. Et vous voyez que ces rapports sont extrêmement fréquents. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ça veut dire qu'il faut avoir utilisé le Doppler couleur de façon extrêmement facile et extensive, parce que vous avez sûrement des surprises. Alors, quand on y fait attention, avec l'expérience, on finit par les repérer. Mais encore une fois, utilisez quand vous êtes y compris en interscalénique, pas uniquement dans la région supraclaviculaire, n'hésitez pas à utiliser le Doppler couleur. C'est vraiment quelque chose qui va être utile et qui vous permet d'avoir quelques surprises par moment. Donc ça, c'est une autre vision avec une autre dissection. Et vous voyez bien, y compris en infraclaviculaire, vous avez également ces rapports extrêmement étroits entre les structures vasculaires et les structures nerveuses. Et il faut être extrêmement prudent et encore une fois, avoir un usage vraiment extensible du Doppler et pas hésiter à changer de place si effectivement c'était trop compliqué. Alors là, c'était juste pour récapituler. Alors je ne sais pas si je peux arrêter. Non, je ne peux pas arrêter. On va revenir. Donc là, c'est juste le même patient. On va remonter de la région supraclaviculaire, claviculaire à la région interscalénique. Et puis il y a une petite pause à chaque fois. Donc la première pause, vous allez voir, c'était en région supraclaviculaire. Et vous allez voir que ça, c'est la coupe que vous devez avoir
quand vous faites un bloc supra, c'est-à-dire vous avez à la fois l'artère et à la fois le plexus qui est posé sur la première côte et qui va vous servir de garde-fou quand vous réalisez ce bloc. Et vous verrez à côté, il y a un petit rond qui est entouré, c'est le nerf suprascapulaire. Alors on va revenir 2 fois en arrière pour qu'on ait bien... Voilà, excusez-moi, on va y arriver. Voilà. Donc première petite pause, vous voyez le plexus, l'artère sur la première côte et à côté le nerf suprascapulaire qui est encore pas loin. Vous voyez comment, dès qu'on monte un petit peu, vous voyez que tout le monde descend sur la plèvre, à la fois l'artère et bien sûr, et puis vous voyez donc une dorsale de la scapula, une artère cervicale transverse qui vient s'insérer. Là, c'est également un truc important. Vous êtes on était dans le scalène moyen, vous avez des nerfs, notamment le nerf du dorsal de la scapula qui innerve l'élévateur de la scapula, et le nerf thoracique qui peuvent passer. Donc attention, quand vous passez à proximité dans le scalène moyen, attention de ne pas léser ces nerfs qui passent très fréquemment, il faut apprendre à les reconnaître. Si on a un doute, il ne faut pas hésiter à utiliser le neurostimulateur. Alors les volumes, j'en ai fait qu'une parce que c'est valable pour tous les blocs. Les volumes, ça vous le savez, l'écho, ça nous a permis de réduire de façon considérable les besoins en anesthésiques locaux. Là, je vous ai mis 2 papiers, dont un de Philippe, qui avait, avec les techniques de up and down, qui montrait que pour avoir un bloc, en tout cas antalgique, il suffit, vous voyez, entre 2,5 et 5 à 6 millilitres. En interscalénique, c'est suffisant. Qui injecte moins de 10 millilitres quand il réalise un bloc interscalénique, à visée antalgique? On peut poser la question. Si, quand même, levez la main. Honnêtement, hein. Ouais, quand même, bon. Ouais, pour aller, hein. Même pas. Si, voilà. Bon. Donc vous voyez, c'est pas nécessaire, surtout encore une fois si c'est un bloc à visée antalgique. Alors on va descendre dans la région axillaire. Là, je vous ai mis cette dissection. Vous voyez le nerf radial qui a été récliné, et vous voyez ici cette espèce de masse blanche. C'est quoi cette masse blanche? Cette masse blanche, c'est le tendon du grand dorsal. Et quand vous voyez ça, vous comprenez, vous connaissez l'aspect du grand dorsal, on va le voir après, hein, quand vous faites un bloc axillaire, vous comprenez, quand vous avez ce truc-là, le radial, il n'a pas de choix. Il ne peut pas être ailleurs qu'en dessous l'artère. Donc même si vous ne le voyez pas, le simple fait de voir le tendon du grand dorsal dans votre plan, vous savez que forcément, le nerf radial, il va être ici. Et qu'il n'y a pas de raison qu'il puisse échapper à ça, parce qu'il n'a pas d'autre solution. Il ne peut pas passer ailleurs. Et puis vous voyez que dès qu'il a passé le tendon du grand dorsal, il part vers l'arrière. On va le revoir sur l'image d'échographie après. Alors justement, donc là, vous avez la sonoanatomie classique que vous connaissez tous. Hein. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais je pense qu'on est parti du principe que vous connaissiez toutes les basiques de ces blocs. Donc là, on est au niveau du tendon du grand dorsal, l'artère. On devine un petit peu ici le médian, l'ulnaire, et puis ici une espèce de masse grise informe qui va obligatoirement contenir dans ce cas le nerf radial. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien le voir, le nerf radial. Alors vous allez voir, on va faire un scanning. On va descendre vers le coude, et puis donc le grand dorsal disparaît, puis vous allez voir progressivement se dessiner, voilà, cette espèce de petit train ici, qui va descendre vers le nerf, vers l'humérus. On augmente la profondeur. Et c'est ça le nerf radial. Mais c'est bizarre, il n'est pas rond. Pourquoi il n'est pas rond? Bon, on va voir ça après. Donc il descend, on va jusqu'à l'humérus, et puis là, c'est sa gouttière de torsion. Vous savez, quand il passe de l'autre côté, on est quasiment à la moitié du bras. Je laisse couler, puis on va revenir en arrière. Et vous allez voir quelque chose qui est souvent étonnant et qu'on constate quand on fait cette manip, c'est que quand on revient au niveau du point de départ, on s'aperçoit que là, on avait une espèce de masse grise où on ne voyait pas grand-chose. Et finalement, on voit le nerf, et vous voyez, on peut le suivre comme ça, il est ici, et là, on le voit mieux, en tout cas, on le discerne mieux, vous voyez ici, et là, on le voit bien, on voit bien ces petits ronds, alors qu'on avait du mal à le voir au départ. Donc, n'hésitez pas. Alors, comment faut faire? Ça, c'est le deuxième film qui est au-dessus. Vous avez la position de la... Ah, j'aurais dû couper le son. Donc, vous voyez qu'on incline, dès qu'on dépasse le tendon du grand dorsal, on incline la sonde. Et pourquoi on incline la sonde? Parce que le nerf, en fait, il part vers l'arrière et il descend comme ça.
Donc en termes d'anisotropie, si vous restez perpendiculaire à la peau, vous ne pouvez pas le voir. Donc il faut s'incliner. Et puis en même temps qu'on s'incline, comme il n'a pas un trajet, il plonge un peu, on le découpe un petit peu comme un saucisson. Et du coup, il a cet aspect en petit train et non pas un aspect rond comme on a l'habitude de voir. Alors, la région, là aussi, il y a un truc qui est important à savoir, mais ça, vous le savez, il y a énormément de variations anatomiques au niveau de la région axillaire. Donc là, je vous ai mis 2 exemples. Là, ce sont au niveau vasculaire. Alors, on entend Eric, parce que là aussi, on aurait dû couper le son. Je suis désolé, je pensais que c'était un bloc qu'avait fait Eric il y a quelques années. Vous voyez qu'il peut y avoir beaucoup de structures vasculaires. En l'occurrence, là, vous avez 3 veines axillaires. Et donc, il faut pas bien penser à relâcher la pression sur la sonde, parce qu'on a souvent des surprises comme ça. Alors, de temps en temps, c'est intéressant d'ailleurs de relâcher la pression sur la sonde et que vous faites apparaître les veines, parce que souvent, quand on voit pas bien le nerf ulnaire, qui est souvent à proximité de la veine axillaire, le fait de relâcher, ça éclaire un peu le nerf et il apparaît de façon plus claire, justement. À côté, vous avez, regardez bien, il y a un nerf ulnaire, un nerf radial, un nerf médian, et ça, qu'est-ce que c'est ça? Allez-y, hein, c'est quoi? Roche-Rommele. Ouais, musculo-cutané, il est gros pour un musculo-cutané. C'est clair, quoi. Il est vraiment trop gros. Mais il ne peut pas avoir 2 nerfs médians. En fait, quelque part, c'est un peu 2 nerfs médians quand même. Vous savez comment se constitue le nerf médian? Il se constitue de 2 faisceaux, du faisceau latéral et du faisceau médial, qui se réunissent très haut dans le creux axillaire. Mais des fois, au lieu de se réunir très haut dans le creux axillaire, ils se réunissent plutôt bas. Et vous allez suivre après, vous allez voir, le film il est assez rapide, c'est pour ça que je le décris un petit peu avant. Vous allez voir que d'ici, va partir une petite branche qui va être le nerf moteur, ce qui pourrait être l'équivalent du musculo-cutané, et vous allez voir que les 2 vont se réunir pour former, en se rapprochant du coude, pour former cette fois vraiment le nerf médian. Ça va partir, donc vous voyez, et puis on va voir le petit truc qui part, voilà, ici le musculo-cutané, et vous avez les 2 qui vont se réunir, voilà, pour former le nerf médian classique tel que vous le connaissez. Bon, voilà, là, il y a plein d'autres variations anatomiques, mais c'est très fréquent, donc je pense que c'est important là d'avoir bien et de bien comprendre l'anatomie de la région. Alors, la nouveauté, on la doit à Denis Jochum, qui nous en avait un peu parlé l'année dernière. Vous savez qu'avant, la classique barrette pour bloquer l'accessoire, ce qu'on appelait l'accessoire, moi je préfère l'appeler le cutané médial du bras, on faisait la petite barrette sous l'artère pour bloquer. En fait, lui, il nous a montré que sous échographie, on pouvait le faire dans la continuité du bloc. Vous retrouvez l'image classique qu'on a ici avec la gaine, le tendon du grand dorsal. On fait nos blocs classiques ici avec donc le médian, l'ulnaire, le radial, le musculo-cutané, et on va aller derrière ici, passer cette espèce de triangle et aller infiltrer en avant du grand dorsal pour aller bloquer ces rameaux nerveux et qui sont importants parce que qui peuvent être dans certains cas intéressants, puisque je vous rappelle qu'une partie provient de T2, donc n'est pas bloqué par un quelconque bloc du plexus brachial, ça vient de la 2e vertèbre dorsale qui s'anastomose quasiment dans 100% des cas. Et donc là, c'est cette infiltration qui va permettre de bloquer. Alors là, je vous ai mis un petit film que j'avais piqué à Denis l'année dernière. Vous avez ici le tendon du grand dorsal, et puis vous voyez, on va progressivement, il a injecté, on va voir ces petites structures ici, voilà, qu'on voit bien ici, qui sont donc le cutané, les branches du cutané médial du bras. Donc vous voyez, il n'y a plus à faire cette barrette qui n'était pas toujours agréable. Il suffit simplement d'aller un peu plus loin quand on a fini son bloc. Alors on va descendre, on va au niveau de la jambe. Ça, c'est une image que j'ai piquée à Sébastien Bloch, que j'aime bien parce que c'est un vrai panoramique. Vous avez donc le sartorius avec le cutané latéral de la cuisse, l'artère fémorale, le nerf fémoral, la veine, et puis les 2 plans on va mettre un peu de couleur, ça sera plus clair, et les 2 plans entre les plans des adducteurs, les 2 branches du nerf obturateur. Donc là, c'est une première question qu'on peut se poser parce qu'on nous parle beaucoup du bloc iliofacial, on nous parle beaucoup du bloc fémoral. En fait, je vous ai mis un petit film pour vous montrer que finalement, c'est exactement la même chose. Donc, on a le nerf fémoral. Vous voyez là, on fait une injection en iliofacial. Et vous voyez qu'elle diffuse de chaque côté et va aller bloquer le nerf fémoral. Donc, un bloc iliofacial et un bloc fémoral, c'est 2 techniques différentes pour faire exactement la même chose. Après, c'est un choix, mais finalement, quand on fait l'écho, autant à l'injecter à proximité du nerf fémoral.
Alors, autre chose importante, là c'était une vieille étude qui avait été faite par également Denis Jochum, avec les différentes variations, et vous voyez que dans 40% des cas, vous voyez que ça c'est le territoire du nerf fémoral, il est finalement extrêmement limité. Bon, la racine de cuisse, on le savait, il y a le génitofémoral et les nerfs ilio-inguinal, ilio-hypogastrique, qui assurent, mais surtout le génitofémoral, mais vous voyez que dans certains cas, qui peut ne pas exister. Et puis dans d'autres, vous voyez que même toute la face latérale de la cuisse est sous la dépendance du nerf cutané latéral de cuisse. Donc ça, c'était un élément qui fait que quand on veut faire des blocs ou des biblocs, finalement, on s'était posé la question pour les arthroscopies de genoux, on va faire un bloc fémoral. Puis il faut le sciatique, donc on a fait un bibloc fémoral sciatique. Puis c'était pas suffisant, il fallait rajouter le cutané latéral de la cuisse. Donc on était arrivé à faire 3 blocs et on mettait plus de temps à faire nos blocs que le chirurgien à faire son arthroscopie de genou. Donc on est revenu à des choses plus simples, aux produits blancs magiques ou alors à une rachie avec surtout les nouveaux produits dont on dispose maintenant. Donc là aussi, c'est important de connaître non seulement l'anatomie, mais les territoires d'innervation. Alors, pour le bloc fémoral, c'est simple, il n'y a que 2 choses à savoir et à se souvenir. La première, c'est ça, c'est-à-dire que si vous voulez voir rapidement le bloc, il faut se mettre au niveau de la fémorale commune. Vous voyez, fémorale commune, la différence entre superficielle et profonde. Et vous voyez que quand vous êtes au niveau de la fémorale commune, on voit très très bien le nerf fémoral. Dès qu'on descend, qu'on est au niveau de la bifurcation, vous voyez, il s'écarte en ces différentes branches et il est beaucoup moins visible, correctement visible. Donc, d'une façon générale, et vous vous apercevez que c'est assez haut, la fémorale commune, et qu'on est bien au-dessus du pli de flexion du genou. Deuxième chose à savoir, c'est les nerfs circonflexes. Alors, oui, les vaisseaux circonflexes, pardon. Moi, quand j'ai appris, on nous disait c'est facile le bloc fémoral. En dedans plutôt, tu repères ton artère. En dedans, c'est la veine, et en dehors, c'est le nerf, et c'est facile. Il n'y a aucun risque vasculaire parce que la veine est en dedans. En fait, c'est pas vrai. Il y a des vaisseaux circonflexes, et là aussi, qui peuvent passer en avant, à l'intérieur ou vraiment très très proche du nerf fémoral. Donc là aussi, n'hésitez pas à utiliser le Doppler et changer de coupe si vous voyez qu'il y a une structure vasculaire. C'est très fréquent. Alors là, on va passer au nerf sciatique. Moi, je vous montre ce petit film. Alors, c'est un petit film qui vient de Toulouse, de nos collègues, l'équipe d'Alain Delbos. Et je vous laisse regarder. Donc, c'est un bloc du nerf sciatique. Et puis, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, une première injection. Vous voyez comment est faite l'injection. Donc, on va passer au-dessus. On va refaire une deuxième injection. Donc vous voyez, on est bien dans le plan, techniquement, il n'y a rien à dire, c'est nickel. La procédure est parfaitement exécutée. Vous voyez, ils vont refaire une 3e injection. Et on va revoir là, ça va aller arriver. Voilà, et ça s'arrête là. Moi, je vous dis que ce bloc, il n'est pas terrible. Il a de bonnes chances de mettre beaucoup de temps à s'installer, voire pas s'installer du tout. Et pourquoi? Alors, on a vu un très beau topo il y a quelques années de Kamarkar concernant ça. C'est vous savez que le tissu conjonctif, il augmente du proximal en distal. C'est-à-dire, plus vous allez en distal, plus le tissu conjonctif va être de plus en plus important pour, à l'arrivée, et c'est l'exemple du nerf sciatique, une véritable gaine qui se fait autour du nerf. Et là, je vous allez juste voir l'injection qu'on va faire. Et vous voyez, quand on injecte le produit, on va voir qu'il y a bien un phénomène de gaine. Et on comprend bien que si on injecte, voilà, vous voyez, on voit que le produit qui diffuse, et si on injecte, on n'est pas dans cette gaine, on a de bonnes chances que l'anesthésique soit, en tout cas, sinon un échec complet, en tout cas, mettre beaucoup de temps à s'installer. Et ça a bien été montré par plusieurs études anatomiques et sur cadavres. Et là, je vous ai mis ce petit film. Vous allez voir. Donc, on va faire les 3 types d'injections. Là, c'est l'injection dans le muscle. Vous avez cet aspect en bulle comme ça qui vient. Donc là, on n'a pas de doute, on n'est pas en place. On va faire cette 2e injection. Vous voyez qu'on a un effet de, comment dirais-je, on a l'impression que sur le contact, on va l'avoir un peu mieux ici.
Vous allez voir, on injecte, mais vous voyez que le produit il va au-delà, il est au contact, mais il va au-delà du nerf. Et après, on commence à deviner ici cette fameuse paranerve en dessous laquelle il faut injecter. Hein, et c'est un petit peu l'image que je donne souvent, c'est comme un t-shirt, quoi. C'est un peu le vêtement du nerf. Il faut passer, et vous allez voir que à ce moment-là, l'effet, et vous avez un phénomène qui va entourer réellement le nerf. Et ça, c'est très important si vous voulez avoir un taux de succès avec les 3 types d'injections. Mais voilà, pensez effectivement, quand vous injectez, à avoir ce mouvement qui vient entourer le nerf. Et là, vous savez que vous avez la paranerve. Et si vous vous souvenez le film que je vous ai montré, à aucun moment, vous avez eu cet aspect. Alors, pour terminer, quelques mots sur le médulaire, parce que là aussi, et ça rejoint aussi l'échographie, parce que je pense que c'est très largement sous-estimé. Ça va nous apporter beaucoup d'informations. Je vais aller vite, parce que je sais qu'il y a beaucoup de notions qui sont déjà acquises, mais quand je vois au quotidien, en discutant avec beaucoup de collègues, il y a encore beaucoup de réticences, mais ça on pourra en discuter pourquoi, à l'utilisation de l'échographie dans ce domaine. Alors, là, c'était juste, vous voyez, pour vous déterminer la rotation vertébrale, je vous ai mis la sonde d'écho, ce que nous indiquait comme direction la sonde d'écho, et la direction, vous voyez, on voit la petite goutte, et là, si vous voulez, sans avoir écho-repérage, pour trouver la bonne angulation, on aurait pu mettre beaucoup de temps. Alors, ça, c'est des images que j'ai dû piquer à Paul, je crois, hein, il y a déjà quelques années. Ça, c'était, vous savez, le repérage de la hauteur. Alors, on va prendre la ligne de Tuffier. On sait que la ligne de Tuffier, elle pose des problèmes, et même quand on la repère de façon rigoureuse, en faisant sur une étude radiographique, vous voyez qu'elle s'étend de L3, L4 jusqu'à L5, S1. Mais finalement, c'est pas mal parce qu'on est en dessous de L2, L3, vous savez, qui est la limite inférieure du cône terminal. Mais quand on fait ça par palpation simple, ben déjà, ça commence à être un peu chaud parce qu'on voit, vous voyez, qu'on remonte jusqu'à L2, L3 chez un pourcentage de cas. Et quand on fait ça sur du tout venant, c'est-à-dire en regardant simplement ce qu'au font nos différents collègues anesthésistes, ben vous avez vu que vous avez des ponctions qui sont manchées jusqu'à D11, D12. Donc on était là réellement au niveau médulaire. Donc là, il y a réellement une sous-estimation. On a toujours tendance à piquer trop haut. Et ça, quand on fait l'échographie, on s'en rend compte très rapidement qu'on est trop haut. La deuxième chose, c'est que même quand on voit bien, on a tous eu ça. On bute en haut, on bute en bas. Et c'est vrai que on aimerait bien avoir un œil qui nous donne la direction. Et ça, cet œil, c'est les ultrasons. Et là, il y a un intérêt indéniable des ultrasons. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et alors, on va se dire, mais ouais, c'est pas facile. C'est pas facile d'utiliser les ultrasons. Est-ce que je vais chercher à chaque fois que je fais une rachie, est-ce que je vais aller chercher l'appareil, même s'il est mobile ou même s'il est pas loin ou à proximité? En fait, je pense que ça va aller mieux quand on aura ça. Et ça arrive. Ça arrive. Maintenant, plein de constructeurs le proposent. Alors là, je pense que c'est pour moi la version ultime. C'est quand on n'aura plus qu'à le brancher sur notre iPad, iPhone ou smartphone quelconque. Et on achètera simplement des sondes. Et là, en termes de soft, d'électronique, ça va amener, on pourra faire et avoir des images de très bonne qualité, y compris pour de la cardio, y compris pour de l'ALR. Et là, il y a plusieurs marques que vous pouvez voir, qui sont là, qui sont présents dans les partenaires, qui proposent ce type. Et moi, je pense que l'avenir, il est là. C'est-à-dire qu'on va avoir nos appareils d'écho dans la poche, comme on avait notre stéto quand on était interne. Et on aura cet appareil-là. Et ça restera peut-être un coût peut-être un peu élevé, mais finalement, c'est pas forcément gênant. Il suffit de se donner les moyens et les prix baisseront avec le temps. Mais là, réellement, moi, j'ai eu ce type d'appareil pendant 48 heures. Je peux vous dire que toutes mes rachis, j'ai jeté un coup d'œil. Juste, j'ai posé la sonde, j'avais qu'une sonde cardio. Il m'avait prêté que la sonde cardio et c'était suffisant pour voir, là, c'est la bonne hauteur, j'ai le passage et je peux faire ma rachie, ça va fonctionner. La position. Alors, on dit tous, il faut se pencher en avant. Il faut demander au patient, ouais, il faut faire le dos rond parce qu'on passe mieux. En fait, quand on fait l'écho, on s'aperçoit que ça change rien. Finalement, on passe très bien même avec, je vous dis pas s'il est comme ça, mais avec un dos normalement, quand on regarde avec l'écho, ça passe. Mais par contre, c'est un intérêt de les faire pencher quand même vers l'avant. Et pourquoi c'est un intérêt? Parce que quand vous allez faire pencher le patient vers l'avant, donc vous voyez qu'en fait, ça permet, excusez-moi, ça, je vais revenir, ça permet de faire tendre
Vous voyez qu'ici, là, le dos est droit, toutes les racines sont vers l'avant et le liquide rachidien est derrière. Si on fait tendre, bon, on s'aperçoit que le liquide rachidien passe devant et donc c'est une sécurité quand on va arriver comme ça avec son aiguille. Donc c'est un argument toujours pour effectivement faire pencher en avant, mais peut-être pas pour la raison qu'on pensait. Et pareil en décubitus latéral, c'est la même chose. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir 100% de réussite avec la rachis ? Qui revendique 100% de réussite avec ses rachis? Personne? Oui, bah, bien sûr, posé comme ça. Hein. Eh bien non, c'est pas possible d'avoir 100% de taux de réussite avec l'arachis, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez ici l'ensemble des éléments qui peuvent intervenir dans la diffusion de l'anesthésique locaux. Parmi tous ces éléments, ben, il y en a qu'on peut maîtriser, la varicité, le volume, la température de l'injectat, la position du patient, le niveau d'injection, le type d'aiguille, etc. Donc là, ça, c'est ce qu'on fait, encore que pas forcément toujours, parce que j'en connais qui font toujours la même dose, enfin bon, bref. Mais théoriquement, on peut maîtriser. Il y a des choses dont on peut tenir compte, notamment tout ce qui est âge, poids, etc. Il faut savoir que le volume du sac durmérien, il évolue, le volume du cône terminal, il évolue avec le temps, et plus on est vieux, plus ce volume diminue. Il diminue aussi dans certaines situations, comme chez les femmes enceintes, avec un petit peu la turgescence des veines lombales, qui réduit la taille du sac, qui explique que quand vous injectez la même dose avec un sac plus petit, vous avez une extension plus importante. Donc il faut savoir tenir compte de ces éléments-là. Et puis il y a également des éléments pour lesquels on n'en a aucune idée. Les courants dans le SCR, certaines anatomies, l'anatomie spinale que je vais vous montrer, et la pression intra-abdominale qui est élevée chez les obèses, ça on le sait, mais pas forcément que chez eux, et qui vont intervenir dans la diffusion de l'anesthésique locale. Alors, deux cas anatomiques qui sont intéressants, c'est les kystes de Tarlov. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, je pense que ça a dû vous arriver, vous faites une rachis, vous avez du LCR qui revient, vous injectez votre dose de LCR, et le bloc ne marche pas. Ne s'installe pas. Alors ça ne veut pas dire à chaque fois que c'est un kyste de Tarlov, mais quand même, il y a des gens qui ont dit, quand vous avez ça, posez-vous la question, et peut-être que ça vaudrait le coup de leur faire une IRM. Donc le kyste de Tarlov, c'est un peu comme vous savez une hernie sur un pneu, où vous avez la chambre à air qui ressort, vous piquez, mais effectivement vous injectez dans cette espèce de sac, et le produit va rester localement, et vous ne pouvez pas avoir d'effet. C'est en général des formes bénignes. Il peut y avoir des formes plus malignes, enfin en tout cas plus graves, qui, comme je vous le disais, pour certains justifieraient dans ce cas-là d'aller faire, d'approfondir après. Mais là, ça, on ne sait pas, c'est comme ça, et ça explique peut-être, ça explique probablement un certain nombre d'échecs qu'on a pu avoir. Autre chose aussi qu'on ne savait pas, c'est que vous voyez que c'est pas tout récent, ça date de 95 cette étude, qui montrait qu'il y a des phénomènes de bride à l'intérieur de l'espace intratécal et qui peuvent se poser la diffusion de l'anesthésique locale et expliquer effectivement qu'on peut avoir sinon des échecs, en tout cas des espèces de trucs un peu en damier ou plus ou moins efficaces. La dernière diapositive, c'était juste pour vous dire que là aussi, on a quand même pas mal d'outils pour la rachis-anesthésie en termes de produits, et qu'avec les produits dont on dispose actuellement, on peut arriver à adapter la durée. Et ça, je pense que c'est important d'avoir cette image en tête pour choisir la durée du bloc dont on a besoin, avec effectivement un certain nombre de contraintes. Dès qu'on diminue les doses de trop, on va augmenter le risque d'échec, parce que par dose insuffisante. Mais bon, reste quand même que ce sont ça nous permet de choisir et d'optimiser nos rachis. Il est clair que la bupivacaïne, si vous dépassez 10 ou vous êtes au niveau 10 mg, ça c'est par exemple complètement incompatible avec de l'ambulatoire. Donc il va falloir avoir effectivement, et je pense que c'est important maintenant d'utiliser les outils qu'on nous donne. Voilà, donc j'en ai terminé. Moi c'était ça, quand on en avait discuté, dire il y a encore des choses, il faut que se repencher régulièrement sur nos fondamentaux, parce que ceux-là ils marchent, et on sait qu'ils marchent très bien.
dans plus de 95, beaucoup mieux que ce qu'on nous propose actuellement avec un bloc paravertébral ou un bloc dont on sait pas forcément toujours la diffusion. Et il y a encore des choses à apprendre et à découvrir. L'exemple de Denis avec le cutané médial du bras en est un très bon exemple. Et donc, si vous avez des questions...